Eh bien, écoutez, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver pour cette table ronde que j'ai le plaisir d'animer avec nos invités, tous prestigieux, que je vais vous présenter au fur et à mesure de leurs interventions, parce qu'on a 1h15 prévues pour cette table ronde, comme toutes nos tables rondes, et sur un sujet éminemment, et je vois que vous êtes déjà nombreux, qui est passionnant, mais surtout actuellement inquiétant, qui est un sujet qui interroge notre parti et bien au-delà depuis très longtemps, depuis des années, puisque la question de l'interrogation sur la démocratie fait partie des sujets permanents, et pour notre famille politique est un sujet de réflexion permanent. Mais là, ça va au-delà de la réflexion, j'ai envie de dire. Maintenant, on doit être dans l'action. On doit être dans les remèdes. On l'est au MoDem déjà depuis longtemps, comme je vous dis, et de façon très concrète depuis 3 ans, puisque avec un certain nombre de nos amis ici présents, Élodie, Sarah et Patrick, nous avions eu l'occasion de travailler avec Jean-Noël sur la question de l'abstention en publiant un livre blanc sur ce sujet, de le présenter dans le cadre des travaux parlementaires à l'Assemblée nationale durant la dernière mandature, présenter des solutions concrètes, et autour de ce livre blanc, d'animer régulièrement cette réflexion, de la nourrir avec vous, militants, acteurs de terrain que vous êtes, les maires, et d'avoir encore pu, début juillet, animer une visioconférence sur cette question qui a réuni plus d'une centaine d'entre vous. Donc je sais que ce sujet vous préoccupe, et c'est heureux que nous puissions en débattre cet après-midi durant une bonne heure. Comme on est dans un temps quand même contraint, je vais donner les règles du jeu à nos invités, pour vous permettre aussi d'intervenir et d'interagir avec nous après. C'est que vous allez avoir un propos liminaire cadré, 4 minutes chacun. Et pour commencer, et il faut les tenir, et je sais qu'ils sont capables de les tenir parce qu'on a l'habitude, et pour certains sont des intervenants qui travaillent dans un cadre contraint dans leur assemblée, donc vous savez le faire. Donc Sarah, tu vas avoir la primeur de commencer, et tu es notre invitée. Je ne sais pas si on doit te présenter, mais je te présente quand même. Donc tu es notre secrétaire d'État, et on en est très fiers sur les questions jeunesse, et c'est un plaisir et un honneur que de t'accueillir. Bravo. Et parce que ça nous fait du bien de t'avoir, et parce qu'on sait que la jeunesse, sur ces questions, c'est fondamental, et c'est celle qu'il faut... Et c'est celle qu'il faut aussi entraîner dans cette vie publique et dans cette vie démocratique. Tu es député à l'origine, pas très loin d'ici, de Loire-Atlantique. Tu as un superbe parcours, tu fais un travail formidable, si, il faut le dire. Tu l'as fait à l'Assemblée nationale, tu l'as fait dans tes différentes responsabilités auprès de Jean-Michel Blanquer et maintenant de Pape Ndiaye. Et Dieu sait si c'est un sujet qui nous intéresse. Donc je te laisse la parole, tu connais les consignes, et voilà, tu as un micro à côté de toi. Donc, à toi. Merci beaucoup Isabelle. Bonjour à tous. Alors on s'était dit 14h30, c'est l'heure où finalement il y a toute l'attention, ou le moment de la digestion, et en fait vous êtes hyper nombreux. Ça veut dire à quel point pour notre parti politique, pour notre famille politique, la démocratie, et au-delà d'être un sujet, c'est un de nos fondamentaux. Et je suis très heureuse de retrouver en tribune en réalité des amis avec qui on a mené un certain nombre de combats dans des instances, dans des institutions différentes. Mais comme le temps est compté, et que ce moment, je pense, est autant grave qu'important, je souhaite que cette table ronde, elle soit franche. Et que finalement, peut-être, on ne tourne pas autour du pot. Ça veut dire quoi de manière très claire ? Est-ce que notre démocratie va bien ? La réponse est non. Et je pense que ce constat, on le partage tous. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous sommes en train de vivre dans un moment où notre jeunesse en particulier, mais pas que, vit des changements. Le monde a changé. Quand je dis le monde a changé, il va plus vite. Les chaînes continues, Internet, les fake news, le complotisme. Mais il y a aussi en réalité la montée, d'une certaine manière, des changements des pratiques. Où sont les familles ? Où est l'éducation civique et morale ? Et tout ça nous amène à un monde où, dans nos
démocratie occidentale, la démocratie est bousculée. Et il suffit de regarder, je sais qu'un certain nombre d'entre nous reviendront peut-être sur le point européen, mais le visage et les pratiques ayant changé, alors ça crée beaucoup de bouleversements. Est-ce que notre démocratie, la manière de pratiquer notre démocratie a changé? La réponse est non. On n'a pas fait évoluer notre manière de pratiquer la démocratie. Et donc, comme on n'a pas fait évoluer notre manière de pratiquer la démocratie et que le monde a changé, on se retrouve face à une démocratie qui ne va pas bien, un vote qui n'attire pas, alors même que chaque position, chaque décision est plus que jamais politique. Donc nous sommes dans un monde qui est plus que jamais politique. Aujourd'hui, la question de l'eau, de l'égalité, de la lutte contre les discriminations, de la cohésion sociale, du patriotisme, ce sont des sujets politiques. Ce ne sont pas que des causes. Et on a l'impression qu'il y a une sorte d'inversion. C'est-à-dire aujourd'hui, il n'y a plus de lutte des classes, mais de lutte des causes. Ce qui amène à se questionner sur ce fondamental. On ne se parle, on ne se respecte que si la démocratie va bien, parce que c'est le temps et le moment de l'expression. À côté de ça, je pense qu'on a la nécessité pour y répondre de faire évoluer nos pratiques en profondeur. On a commencé. On a commencé avec notre livre blanc. Notre famille politique porte dans son nom le mot démocrate. La démocratie, c'est notre ADN. Alors oui, tout n'est pas parfait, on ne va pas se mentir. Pour le coup, on est en famille et c'est fait pour ça. Quand on fait la Convention citoyenne, c'est un début de quelque chose qui mérite d'être regardé, d'être amélioré. Quand on fait le grand débat, c'est pour recréer un lien. Alors est-ce que c'est parfait? Bien sûr que non. Sauf que ça a le mérite d'exister et il faut aller chercher autre chose. Hier, on était un certain nombre à se dire... On sait que dans nos conseils de quartier, c'est toujours les mêmes, on n'arrive pas à les garder. On sait que dans nos associations aujourd'hui, on a de plus en plus de mal à avoir en réalité des bénévoles qui veulent rester dans les responsabilités de la vie associative, alors même que quand on leur demande de faire une action, ils sont là. Face à ces évolutions qui nous amènent à nous questionner sur le Conseil national de la refondation, sur la Convention citoyenne, sur les conseils de quartier, sur l'engagement des jeunes quand ils signent des pétitions, make.org, il y a quelque chose qui se passe dans le pays. C'est-à-dire que les gens ne tournent pas le dos à la vie politique, ils ne tournent pas le dos à la vie en société. Par contre, ils ne croient plus au vote, ou ils croient moins au vote. Et c'est fondamentalement notre enjeu. Parce que la construction d'une société, de sa cohésion, passe par l'acceptation, en réalité, d'une expression démocratique. Au moment même où il y a une partie de notre jeunesse qui considère que le régime démocratique qui est le nôtre n'est peut-être pas finalement un régime suffisamment important à défendre. Alors aujourd'hui, la démocratie devient une cause à part entière. Et quand je dis ça, j'appelle votre attention, en tout cas moi, je construis mon action sur la chaîne nécessaire à remobiliser. Ce n'est pas l'école toute seule qui réussira à réenchanter la démocratie. L'école, elle peut donner des fondamentaux. Elle va donner l'éducation civique et morale. Elle va donner les clés de compréhension. Mais où sont les familles? Où est l'apprentissage de la démocratie et du vote? Où sont ces parents qui vont accompagner les enfants au moment où ils vont voter ou les visites du conseil municipal? Et je vais aller jusqu'au bout. Où est la place en réalité des nouvelles générations et des parcours les plus atypiques et les plus divers dans les associations, dans les partis politiques, dans les organisations syndicales? C'est parce qu'il y a de moins en moins de démocratie dans tous les lieux où nous vivons et finalement on s'en détache que l'action démocratique aujourd'hui perd pour une partie de notre pays de sa valeur. Alors si on veut recréer cette chaîne, il faut aller chercher, et je pense que c'est Patrick qui le sait, il faut aller chercher du symbole, il faut aller chercher des valeurs, il faut aller chercher de la mémoire et de l'histoire. Est-ce que la démocratie est un acquis? Non, bien sûr que non. Et il suffit de regarder ce qui se passe juste à côté de chez nous. Qui aurait cru, il y a à peine quelques mois, qu'aujourd'hui, à Guidel, on parlerait de la guerre en Ukraine sur notre propre continent, la négation même d'un État souverain de son territoire? Qui aurait pensé, finalement, qu'aux élections régionales, 9 jeunes sur 10 ne se sont même pas déplacés? Ils n'ont même pas exprimé quelque chose. Ils n'ont même pas été. Et au moment où on est à la veille d'élections syndicales, on est à la veille d'une élection, en réalité, européenne dans quelques mois, à la veille de la situation politique en Italie, mais en tout cas de la bascule que nous avons vue en Suède. Je crois qu'il faut un électrochoc. Mais si on n'est pas capable de voir que ce qui se passe aujourd'hui est un électrochoc suffisant pour nous tous, pour se dire il faut passer à l'action, cette action elle passe par des idées, bien sûr, par l'engagement de tous, bien sûr, mais
C'est notre engagement qui fera la différence. Et on ne peut pas demander en réalité à un pays de se mobiliser pour lutter contre l'abstention, remettre de la démocratie au cœur si on ne commence pas par nous-mêmes. Nous-mêmes, c'est notre mouvement, c'est notre parti, c'est nos familles, c'est nos associations, c'est nos syndicats. Ce qui m'amène enfin à un point qui est pour moi, pour tenir mon timing, parce que je vois le temps filer et j'ai fait la promesse à Isabelle de le tenir. Peut-être que ça va vous paraître un petit peu cash, mais vous me connaissez. On est des enfants gâtés. Fondamentalement, on est des enfants gâtés de la démocratie. On ne s'est pas tellement bagarré pour l'avoir. On a considéré que c'était un acquis. Sauf que c'est comme tout. Il se trouve qu'un de mes collègues l'avait dit, c'était Mohamed qui l'avait dit, non c'était Brahim, je me souviens, dans une réunion, Brahim Amouche, qui était notre collègue parlementaire, il a dit, et cette expression m'est restée, la démocratie c'est un muscle. Si tu ne l'utilises pas, il s'atrophie. Nous sommes en train de vivre, d'une certaine manière, le risque d'atrophie de notre démocratie. Alors même qu'on dit, qu'est-ce qui va se passer ? Ce qui va se passer, il ne faut pas aller chercher très loin. Il y a quelques jours à peine, une femme en Iran est morte. Elle est morte, elle a perdu de sa vie le fait de ne pas être dans un État démocrate. Aujourd'hui, nous avons la responsabilité et la charge parce que nous sommes le mouvement démocrate, parce que notre parole compte, parce que nous sommes la France et les héritiers. Au-delà d'être des héritiers des Lumières, nous avons la responsabilité de dire que oui, c'est essentiel, que oui, ce régime, il faut le défendre, et que c'est le plus juste, parce que sinon, on continuera à voir les extrêmes monter, les radicalités s'exprimer. Ça veut dire que nos jeunes, ils ne se parleront plus. En fait, ils se taperont dessus, parce qu'ils ne se comprennent plus. Et au milieu, il y aura des jeunes qui, et plus largement dans notre pays, des gens qui n'accepteront plus la participation à l'impôt, qui n'accepteront plus finalement notre pacte social. Parce que l'expression, la condition au vivre ensemble, c'est la bonne santé d'une vie démocratique. Et donc pour conclure, et pour moi c'est, je pense, l'essentiel, faisons que ce grand luxe qu'on a hérité, qui est un régime démocratique qui garantit l'égalité, ne tombe pas entre la main de ceux qui veulent nous fractionner, séparer ou qui utilisent la colère, qui font que finalement, on s'engage que quand on a une cause, mais au contraire, finalement, que la cause essentielle, ça soit la cause démocratique, que quand il y a une situation d'inégalité, que tout le monde se lève et que personne n'accepte, au profit même d'une valeur absolument essentielle qui est celle de l'égalité. Alors ne laissons pas notre pays être gangréné par des communautarismes de causes, de thèses, mais allons chercher ce commun qui ne permettra qu'une chose, à mon avis, eh bien remettre de la bonne santé et du bonheur à l'école, parce qu'il y aura un retour du respect, parce qu'on respectera à nouveau le travail du quotidien des élus et leur abnégation, parce que quand on a une élection en bonne santé, avec une belle mobilisation, eh bien on a des organisations syndicales qui sont fortes et représentatives, et finalement, c'est le cercle vertueux que je crois historiquement notre parti porte, par le pluralisme, par des institutions fortes, mais aussi, finalement, par un message très fort, et ce message, en tout cas c'est celui que je voulais passer, c'est que oui, nous sommes aujourd'hui des enfants gâtés, mais si on veut le rester, aujourd'hui il faut le défendre. Merci Sarah. Merci. Merci pour ton discours qui nous a bien réveillés. Là, tu parlais de 14h30, parfait, et vibrant, attachant et déjà plein d'expériences. Et donc, sans transition, mais tu l'as évoqué, il y a un danger. Il y a un danger en Europe et nous sommes ravis de t'accueillir, mon cher Sandro, de te retrouver ici comme chaque année, évidemment, en ami et en français ou franco-européen, et l'expérience, tu l'as, de tes fonctions occupées en Italie pendant de longues années auprès de gouvernements qui étaient encore l'expression de la modération. En député européen et avec connaissance européenne, puisque tu es député européen sur nos listes et sur les listes Renaissance françaises, et c'était un honneur que de pouvoir t'avoir auprès de nous sur ces premières listes transnationales quand même, qu'il faut bien souligner aux dernières élections européennes. Et donc de te retrouver, je sais que tu as un timing serré, puisque les députés européens qui sont présents ici t'attendent, mais on voulait évidemment t'entendre sur la question italienne, avec ce regard que tu as, avec ce danger que nous sentons de nouveau revenir, ces vagues d'extrémisme successifs en Italie qui se représentent. Donc quelle est, toi,
ta perception des choses et surtout les remèdes, en tout cas les perspectives que tu nous donnes, parce que les constats, nous les faisons et les dangers est encore à nos portes. Voilà, donc je pense que tu as 4 minutes pour nous expliquer tout ça, mais en tout cas, je te laisse la parole avec plaisir autour de nous et ravie de t'avoir auprès de nous. Merci encore. Je suis vraiment très, très content d'être à nouveau ici avec vous à Guidel. Moi, je le rappelle tout le temps, la première fois que je suis venu à Guidel, c'était sur invitation d'une personne qui vous était très chère, qui m'était très chère, que je veux rappeler tout le temps, parce que la première fois que je suis ici, c'était sur invitation de Marielle de Sarnez. Elle me manque beaucoup, et je crois qu'elle vous manque beaucoup. En 4 minutes, expliquer tout ça. En plus, je commence par une vision globale. Donc, tu vois, en 4 minutes, je vais essayer. 1 minute pour dire que la démocratie est en crise, pas seulement en Italie, pas seulement en France. Elle est en crise dans les grandes démocraties dans le monde. La démocratie est en crise aux États-Unis, dans lesquels vous avez vu l'impensable, l'agression des Trumpistes au Capitole Hill. La démocratie est en crise au Royaume-Uni, et cette crise démocratique au Royaume-Uni, elle est encore plus aggravée, et sera encore plus aggravée par les désastres qu'ils ont choisis avec les Brexit. La démocratie est mise à mal aussi en Allemagne. Pour la première fois en Allemagne, il y a une coalition des trois, et je vous assure qu'en la regardant un peu de l'intérieur, ils ont beaucoup plus du mal que d'habitude. Sarah a parlé du cas français. Les cas italiens, finalement, vous savez, n'est pas très différent. Il y a un système électoral qui est différent et des solutions politiques qui sont différentes, même s'il y a une note positive dans ma dernière minute. Mais ce qui se passe, c'est tout d'abord, la démocratie est en crise parce qu'on a besoin de décisions beaucoup plus rapides. La démocratie a besoin du temps. Non, parce que être un démocrate, ça veut dire débattre, s'écouter. On est dans un monde où les décisions sont attendues avec le même temps d'un clic sur Twitter ou sur Facebook. C'est ça le décalage. Pour nous, c'est un défi. Il faut rendre la démocratie plus efficace. Autrement, évidemment, les modèles autoritaires, les modèles de l'homme ou de la femme fortes, dans les cas italiens, les modèles orbaniens, dans lesquels ça suffit de gagner les élections pour tout faire. C'est ça aussi un autre défi. On n'est plus dans l'époque des dictatures, on n'est plus dans l'époque d'Hitler et Mussolini face aux démocraties françaises ou britanniques. On est dans une période où en Europe, il y a des forces d'extrême droite qui disent « comme j'ai gagné les élections, je peux tout faire. Je peux nier les droits des minorités, je peux nier l'état de droit, je peux nier les libertés fondamentales, je peux nier les droits à l'avortement, je peux nier les droits de la communauté LGBT, parce que j'ai gagné les élections, parce que la majorité... Donc j'ai raison, j'ai gagné les élections, donc j'ai raison. » C'est ça les grands défis. Et c'est un défi que nous devons aborder en Europe, c'est les grands défis que nous devons aborder évidemment en Italie. Donc, la question de l'attraction des modèles autoritaires ou des modèles, disons, des démocraties autoritaires ou d'autocrates démocratiques. La question de la désinformation, c'est incroyable la présence et l'influence russe dans les débats italiens en ce moment, énorme. Après on a des cas presque théâtrales comme Berlusconi qui hier a dit que finalement, Poutine a voulu envahir Kiev pour remplacer Zelensky avec des gens raisonnables. Non, ce n'est pas une blague, hein, c'est la déclaration qu'il a fait hier. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il n'y a plus de centre-droit et de centre-gauche en Italie. Il y a une extrême-droite hégémonique qui pourrait faire à 24-25%, peut-être plus. Et après, vous avez des alliés qui sont là pour permettre à l'extrême droite post-fasciste des Fratelli d'Italia, des Frères d'Italie, des Meloni, d'arriver peut-être, nous verrons demain, d'arriver peut-être pour la première fois dans un pays fondateur au gouvernement. Parce que ce serait la première fois dans un pays fondateur de l'Union européenne qu'il n'y a pas l'extrême droite au gouvernement, que la première ministre, la présidente du Conseil, comme on dit en Italie, serait d'extrême droite. Donc la première question, changeons déjà le langage pour changer la démocratie et pour gagner en politique.
il ne faut pas parler de centre-gauche et centre-droite. Il y a une droite extrême dans laquelle les PPE, Forza Italia, les alliés des Républicains, ceux qui siègent au Parlement européen avec Bellamy, qui nous donnent toujours des leçons, moi personnellement aussi, et sont là pour permettre à l'extrême droite d'aller au gouvernement. Ils le font en Suède et ils le font en Italie, parce que s'il n'y avait pas aussi les PPE, Forza Italia, et la Lega de Salvini, la Lega de Le Pen avec Meloni, jamais elle pourrait avoir une majorité absolue. Donc on a un défi de l'extrême droite, un autre défi de lutter contre les ambiguïtés et contre la complicité et contre la collaboration du PPE vis-à-vis de l'extrême droite. Et ça, c'est un vrai enjeu, pas seulement italien, c'est un vrai enjeu européen. Je crois, c'est un vrai enjeu aussi français. Donc voilà. Et de l'autre côté, il n'y a plus de centre-gauche. Parce que s'il y avait une chose qu'on ne devait pas importer, mais qu'Enrico Letta a importé en Italie, c'est la NUPS. Enrico Letta, il est peut-être bien à donner des cours à Sciences Po, il est très mauvais à faire de la politique. Non, donc, je vous l'assure. Donc, il n'y a plus de centre-gauche parce qu'il y a un parti démocrate qui s'est gauchisé, qui a fait une alliance avec les alliés italiens de Mélenchon et une alliance avec les Verts, et qui n'a aucune chance d'enlever une voix à l'extrême droite. Donc, dans la dernière minute, les points d'espoir dont vous devez être très fiers, vous, mouvement démocrate, et vous, majorité présidentielle, parce que les seuls éléments de nouveauté, la seule force qui pourrait empêcher l'extrême droite d'avoir la majorité absolue, et en tout cas la seule force qui sera la véritable alternative à l'extrême droite si elle gagnait, elle avait la majorité absolue, c'est une nouvelle alliance centrale, inspirée par les discours que j'ai entendus ici depuis plusieurs années de François Bayrou, inspirée par les succès d'Emmanuel Macron. C'est notre allié du Parti démocrate, Matteo Renzi, qui a fait une alliance avec d'autres d'autres partis centrales. Et c'est le seul élément de nouveauté, et c'est la seule force politique qui, en réunissant des femmes et des hommes, des ministres et anciens ministres qui viennent de la droite pro-européenne et de la gauche européenne, peut construire l'alternative à l'extrême droite. Donc vous devez être fiers parce que c'est inspiré par l'expérience du mouvement démocrate, c'est inspiré par Emmanuel Macron. Moi, je ne suis pas du tout responsable pour ça, hein, évidemment. Je n'ai rien fait, mais c'est là qu'on peut construire, et c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'en 2024, j'en suis sûr, Renew Europe en Europe aura des alliés et une délégation italienne très importante, nombreuse, avec laquelle, ensemble, nous pouvons construire une alternative en Italie et en Europe. Vous savez, je termine, les philosophes et hommes politiques en You disaient que quand les femmes et les hommes ont une volonté commune, leur souffle naturellement s'harmonise. Alors, Français, Italiens, Européens, harmonisons nos souffles. Merci beaucoup Sandro pour ces belles paroles déjà, mais pas que des paroles, une action. Et cette action européenne, on doit la préparer. On a quelques mois qui vont passer vite, mais tu nous donnes cet espoir et surtout de remettre ce qui paraît aussi un gageur, une gageure, c'est remettre les partis. Et c'est notre sens ici et l'essence de nos journées au centre aussi de cette construction démocratique. Ce qui n'est pas simple, hein. On sent bien que cette crise démocratique, elle touche profondément nos partis, au-delà même du système. On voit bien que tout ça a été redistribué en France aux dernières élections et que tout ça fait partie des grandes interrogations aussi citoyennes. On a la chance d'avoir autour de nous un professeur. Merci Julien Freitel qui vient régulièrement et qui a l'occasion d'intervenir. Et je pense que votre éclairage en tant que professeur sur ces questions, en tant que chercheur et avoir écrit nombreux ouvrages sur cette question notamment, nous éclairerait d'une part sur la façon dont vous voyez justement actuellement cette redistribution et de la pensée, et des courants, et des partis, parce qu'on voit bien que le jeu est très trouble. Ces dernières élections nous l'ont encore bien montré. Je pense notamment, évidemment, aux législatives, que aussi ça serait intéressant de pouvoir dresser
quelques pistes de réflexion sur lesquelles, évidemment, on pourra échanger à la suite dans les échanges que nous aurons avec la salle. Mais en tout cas, cet œil de professeur nous ferait du bien sur cette question partisane et cette question de l'enjeu. Nous nous en sommes convaincus, nous ne serions pas là pour ça aujourd'hui. Donc je vous laisse la parole sur ce sujet. Merci d'être là. Merci beaucoup et merci pour votre invitation. Bonjour à toutes et à tous. Avant de dire quoi que ce soit qui pourrait être utile à votre débat, je voulais vous dire que j'étais très heureux d'être dans un parti politique justement aujourd'hui parce qu'ils ont un rôle fondamental pour faire vivre et revivre et renaître aussi la démocratie. Et je voulais juste souligner que j'avais beaucoup de respect pour les adhérents et les militants des partis politiques. Ils ont un rôle difficile, parfois un rôle décrié. Et je pense que la crise n'est pas de leur fait. La crise est liée sans doute au fait qu'il n'y en a pas assez. Mais voilà, leur rôle est fondamental. Je trouve qu'on parle pas bien d'eux très souvent dans la presse ou ailleurs. Alors je vais essayer de répondre à vos questions en 4 minutes. Mais je voudrais partir du livre blanc que vous avez fait, que j'ai lu avec attention, qui est parfait. Mais je ne veux pas jouer le professeur, mais il est parfait. Je n'ai rien à dire, rien à... Très bonne note. Non, mais parce que c'est aussi des questions qu'on se pose quand on étudie ce qu'on appelle la sociologie électorale. Et vous êtes très centré sur le vote, la démocratie représentative, et vous faites des propositions qui peuvent avoir de vrais effets. Voilà. Donc je voudrais faire un petit pas de côté pour faire la suite de votre livre blanc, puisque j'avais été auditionné d'ailleurs à ce propos-là. Donc effectivement, le vote est en crise. Vous avez montré qu'il y avait un problème de participation, un problème de mal-inscription, et vous cherchez à résoudre ça. C'est un phénomène important, majeur, surtout chez les jeunes. Et puis, j'ai envie d'ajouter, il y a de la désacralisation du vote. Originellement, en 1848, quand on établit le suffrage universel masculin, on met en place tout un catéchisme républicain pour dire qu'il faut voter, que voter, c'est vertueux. Voilà. Donc on joue beaucoup sur la corde morale, et pour être à l'époque un gentilhomme, il faut voter. Je pense que cette sacralisation qui est complètement en panne ne peut repartir qu'avec d'autres arguments que la vieille morale, qui était très bonne et très juste à l'époque, de la Troisième République. Mais quand on regarde aussi d'autres résultats, on voit qu'effectivement, il y a des taux d'abstention croissants. Alors, les taux d'abstention varient aussi selon l'intensité de la campagne, selon la qualité de l'offre, et puis ce qui se passe en termes de médiatisation. On voit également que si les jeunes votent beaucoup moins que les autres, une fois qu'ils travaillent, qu'ils rentrent dans leur vie de famille, ils votent comme les autres. Bon, donc c'est aussi lié à des moments particuliers de la jeunesse. Et puis j'ai envie d'ajouter que, à l'exception d'une petite proportion, tout le monde vote au moins 1 ou 2 fois dans sa vie. En fait. Donc il y a du vote intermittent, mais on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de vote, mais je ne dis pas que c'est magnifique, que c'est merveilleux, et vous avez raison de vous en inquiéter. Alors le petit pas de côté que je voulais vous proposer, c'est de vous dire aussi, cette démocratie représentative, pour tout un tas de raisons, peut être vue comme étant en crise, même si ça fait 30 ans qu'on dit que c'est une crise. Alors, en général, quand ça fait 30 ans que c'est une crise, c'est un peu plus structurel que conjoncturel. Mais il y a aussi d'autres champs de notre société civile qui se sont institutionnalisés, développés. Donc, automatiquement, on pense à celui de la démocratie participative. Et moi, ce que j'ai en tête, c'est qu'effectivement, si ça ne vote pas beaucoup, ce que je vois dans mes travaux, c'est qu'on n'interpelle pas moins les responsables politiques. On ne va pas moins au contact des responsables politiques. Il n'y a pas très longtemps commis un livre sur les courriers qu'on adresse au président de la République. Et puis j'ai essayé de regarder tous les travaux qui portaient sur les courriers qu'on adressait aux élus. Alors il n'y a pas beaucoup de travaux justement sur la science politique. Ça n'a pas beaucoup intéressé, aux États-Unis un peu plus, parce qu'aux États-Unis, il y a un petit secteur qu'on appelle le champ de la sociologie du contacting. C'est regarder quels sont les points de contact entre les représentés et les représentants. Et quand on regarde cet univers-là, donc effectivement, on a en ligne de mire, ça vote pas beaucoup, mais il n'y a jamais eu de contact, d'interpellation entre citoyennes, citoyens et élus. Et je pense que quand on fait le bilan, et vous le faites très justement, il faut avoir à l'esprit tout ce spectre des rapports aux politiques, des formes de participation aux politiques. Donc tout à l'heure, j'étais en voiture avec 2 experts des transitions écologiques qui me parlaient de leur univers. Vous allez pouvoir les écouter dans pas longtemps dans des ateliers. C'est par exemple un univers truffé d'innovation, de mobilisation, de portage de causes, d'influenceurs. Donc il y a ce problème du vote, il faudra peut-être le retravailler, mais il y a aussi parallèlement des choses qui s'inventent. Alors je pense que le rôle des partis politiques, c'est pas beau ce que je veux dire, c'est de mettre
un peu d'ordre. Voilà. C'est d'essayer de domestiquer aussi ce qu'on appelle la démocratie sauvage, qui a son utilité, mais qui doit sans doute passer par les tamis des partis politiques pour que tout concorde, les démocraties représentatives et participatives. Et puis peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler, mais je me suis dit, je ne vais pas venir si j'ai absolument aucune proposition à faire. Parce que vous êtes là quand même pour trouver des propositions, même si c'est vrai que les responsables politiques, les élus, les militants ont bien meilleures idées que les profs de Sciences Po, ça c'est vrai. Hein, j'avais fait une étude, c'est les plus mauvais en politique, c'est des losers en politique. Donc c'est pour ça que je ne fais pas de politique, c'est que je sais d'avance que je serai battu. Vous avez une étude de cas en Italie. Hein. Donc chacun son boulot, mais c'est vrai que je me suis penché sur l'enseignement moral et civique. Parce que j'ai lu une très belle thèse qui porte dessus et qui en fait l'évaluation. Et je me dis, il n'y a pas que ça, hein, je me dis que dedans, il y a sans doute des choses à faire. Parfois, ça marche, sous condition. Parce que je pense que la fibre de l'engagement, la fibre de la citoyenneté, ça va être mes derniers mots, c'est souvent quelque chose dont on hérite. Moi, si je suis là, c'est pas par hasard. C'est parce qu'il y a des ancêtres, etc., qui d'ailleurs ont appartenu à vos ancêtres idéologique. Hein. Voilà, soit on hérite de sa citoyenneté en quelque sorte, je sais que c'est des droits, hein, mais soit on l'apprend. Voilà. Et comment on l'apprend quand on n'en a pas hérité quoi que ce soit? Je pense que à mon avis, c'est une question importante. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ouais, je pense qu'on aura l'occasion de poursuivre, mais ça me permet de donner la parole à Élodie Jacquet-Laforge, qui est députée de l'Isère, qui est vice-présidente de l'Assemblée nationale. Félicitations à toi, Élodie, et qui, dans sa carrière professionnelle, a eu l'occasion de travailler sur un certain nombre de sujets auprès de personnes imminentes, dont évidemment Jacqueline Gouraud, qui me permet de citer, et par rapport à ce que vous venez de dire, Julien, expérimente, et on a travaillé pendant 5 ans sur justement cette question de la représentativité qui nous tient à cœur, sur lequel tu as beaucoup travaillé, et donc je te laisse dire ce qui te tient à cœur sur ce sujet, et dire aussi combien beaucoup de choses déjà sont faites et qui maintenant, il est temps de les utiliser peut-être. Merci beaucoup Isabelle. Alors effectivement, beaucoup de solutions ont été faites. Alors je suis très contente d'apprendre que notre livret blanc avait une bonne note. Je vous remercie monsieur le professeur, parce que c'est vrai que c'est important aussi d'avoir ce regard de l'extérieur. Et en plus c'était une méthode de travail un peu, on va dire, avant-gardiste, puisqu'on avait des parlementaires, on avait des élus locaux, on avait des militants, et c'était ce croisement de regards-là qui, je crois, avait permis, sous la houlette de Jean-Noël Barrot, d'arriver à produire un éventail de solutions qui allaient tous dans le même sens. C'était comment est-ce qu'on peut permettre de réduire l'abstention. Alors, beaucoup de choses ont été faites, beaucoup de solutions ont été proposées. Là, vous venez d'évoquer comment est-ce qu'on hérite de sa citoyenneté. Je trouve ça assez fantastique comme débat, parce que du coup, on pense à ses parents et on se dit qu'est-ce qu'ils nous ont transmis. Voilà, quand là, je vais vous faire un aveu, mais on est entre nous, mon père n'a jamais voté. Voilà, donc je vous pose ça là. Donc moi, je suis là par contre. Donc, comme quoi, finalement, on hérite aussi de ce qu'on veut hériter, et on peut prendre le contre-pied de son héritage. Donc, on est ici, tous ensemble, aujourd'hui, et la question qui nous est posée, c'est: peut-on encore faire société? Alors, si je suis là, c'est que, bien évidemment, que j'y crois, qu'on peut encore faire société. Alors, moi, ce dont j'aimerais vous parler, et puis on échangera bien évidemment ensuite, c'est bien évidemment les dernières élections. Parce que on a perdu des camarades, des amis, on a perdu des pointures aussi, Isabelle, Patrick, enfin tous ceux qui sont là. Et on a une nouvelle assemblée totalement recomposée. Et ce qui me fait dire aussi que, on l'a vu avec la crise Covid, on l'a vu avec les dernières crises qu'on a pu vivre, puisque finalement la vie n'est qu'une succession de crises, que finalement déjà notre constitution résistait, que nos institutions qui commencent à être un petit peu anciennes résistent quand même. Donc c'est quand même les notes positives que je voulais partager avec vous cet après-midi. Donc ça résiste. Et on a une Assemblée nationale, vous n'êtes pas sans le savoir, qui est totalement recomposée,
avec des équilibres, voilà, vous le savez, on a une majorité relative, on a des extrêmes très renforcés, un éclatement aussi, on a parlé des partis politiques, un éclatement des groupes politiques, et finalement, eh bien, on se dit que c'est assez représentatif de la France telle qu'elle est aujourd'hui. Et on pourrait peut-être voir l'Assemblée nationale comme un petit laboratoire. Alors, je suis depuis quelques semaines au Perchoir, avec une vue voilà, un peu plus panoramique que celle que j'avais avant. Je quitte les rangs du MoDem sympathiques, amicaux, confortables parfois, pour me retrouver sur ce perchoir. Et de là, effectivement, la vue change. Et est-ce qu'on va réussir, et on a déjà prouvé qu'on avait réussi sur les textes qui sont arrivés, à travailler? Est-ce qu'on va réussir à s'écouter? Est-ce qu'on va réussir à faire ce pourquoi, moi je crois que les Français nous ont élus, c'est-à-dire à travailler, à produire des lois qui soient utiles à nos concitoyens? En tout cas, c'est ce à quoi moi j'aspire. Donc on a cette responsabilité-là, c'est une responsabilité qui est collective, qui est partagée, parce que quand on voit effectivement nos amis italiens et ce qui risque d'arriver demain, bien évidemment, voilà, c'est pas le chemin que nous souhaitons prendre, c'est évident. Eh bien, ça renforce la pression que nous avons et à l'Assemblée et j'imagine aussi au gouvernement pour pouvoir trouver un chemin. Cette voie qui nous arrivera à retisser et on n'est pas au mouvement démocrate pour rien puisque ça a été rappelé hier, un pays uni, rien ne lui résiste et je crois que c'est vraiment cette volonté-là qui au quotidien nous anime, chacun et chacune d'entre nous. Alors là, nous, on est sur l'estrade aujourd'hui, mais vous êtes chacune et chacun des ambassadeurs de ce message-là. On a cette capacité, on en parlait ce matin à l'atelier 133, on a cette capacité à écouter, à dialoguer et à accepter que les autres ne soient pas d'accord avec nous. On est en capacité de comprendre leur cheminement, on est en capacité de faire ce lien, ce dialogue, et même si c'est peut-être trop ambitieux, mais en tout cas j'ai envie d'être ambitieuse pour notre pays, qu'on arrive... Alors, je ne sais pas où j'en suis dans mes minutes, mais ce n'est pas grave. Qu'on arrive à retisser ce lien et à arriver à vraiment construire cette société à laquelle on participe tous, cette Europe dans laquelle on a envie d'être heureux et dans ce monde qui, oui, bouge, oui, nous inquiète, mais finalement qui est notre volonté d'arriver à retisser et à construire cette fameuse société. Merci Élodie. Merci parce que effectivement tu as prononcé les mots qui nous tiennent aussi à cœur dans notre mouvement. C'est la question du dialogue, c'est la question du travail avec les élus, c'est la question du travail avec ce qu'on appelle les partenaires sociaux qui sont finalement eux-mêmes des élus. Des représentants, des personnes qui sont dans le dialogue et ça nous tient à cœur, je le sais très bien, à chacun d'entre vous, pour chacun d'entre vous, dans ce que vous faites dans vos territoires, dans ce que vous faites dans vos actions, qu'elles soient associatives, syndicales ou au sein de vos collectivités. Et Patrick, j'en profite pour te donner la parole après ce premier tour de table pour te présenter, évidemment, dans tes nouvelles fonctions. Ancien député de Haute-Savoie, qui ne le sait pas, ancien président de notre groupe de Savoie, excuse-moi. Waouh, alors ça part mal. C'est la différence entre la couture et la haute couture. Une bêtise là. Donc surtout,
ce qui nous a animés pendant 3 ans et demi, c'est ta formidable présidente de notre groupe démocrate, de Modem, devenu démocrate et apparenté, et qui a su nous porter et nous faire vivre une belle mandature après Marc et à nos côtés. Et donc aussi, et c'est là tes anciennes fonctions, puisque tu as été une vingtaine d'années maire de Savoie, d'une commune de Savoie. Ravoir, c'est bon ? La Ravoir. Ah merde, j'ai oublié encore. La Ravoir, voilà. Surtout vice-président, après avoir été conseiller départemental, vice-président du conseil régional Rhône-Alpes, sur les questions éminentes des transports. C'est justement par rapport à ces expériences, ton expérience, quel est le rôle maintenant, enfin en tout cas on en a commencé à aborder le sujet dès hier soir entre nous, la place et le rôle des élus locaux dans tout ces bouleversements, ce que vous venez tous de décrire, mais qui nous tient à cœur dans ce mouvement. J'aimerais que tu nous donnes un petit peu d'espoir peut-être, ou nous donnes quelques pistes de ta pensée sur le sujet. Merci beaucoup, Isabelle. Et puis merci pour tes mots qui sont très sympathiques. Moi, je vais vous dire que j'ai beaucoup d'optimisme, mais au fond, comme vous, parce que vous avez décrit une situation qui est inquiétante, qui est dangereuse, mais dont on peut se sortir. Simplement, on va avoir du boulot. Et il y a du boulot pour chacune et chacun d'entre nous. Parce qu'on est effectivement percuté fortement par beaucoup d'évolutions de société. On a des institutions qui sont fortes dans ce pays, mais qui malheureusement n'exercent pas leur force comme elles le devraient. On le sait, alors, n'étant plus député, je peux me lâcher un peu. Hein, j'ai eu à connaître, dans le quinquennat qui vient de s'écouler, mais il y a encore quelques mois, des décisions de Conseil constitutionnel. Alors j'espère que Jacqueline va pouvoir mettre un peu d'ordre dans tout ça, mais qui étaient plus sur le fait de l'opportunité que de la constitutionnalité. J'ai eu à connaître des décisions du Conseil d'État, parfois à la place du gouvernement, Sarah. J'ai eu à connaître un gouvernement qui faisait la loi à la place du Parlement. Tant et si bien qu'il serait même... Parce qu'en gros, il ne restait plus aux parlementaires que le droit d'amender, alors que normalement, il faisait la loi. Et si j'ai bien compris, le gouvernement aurait même pu, si François Bayrou n'était pas intervenu, avoir pour projet non pas de faire la loi, mais de faire aussi les amendements. Bon. Donc on voit bien qu'il y a des formes de dérèglement. On voit la même difficulté, tu le disais très bien, Isabelle, avec les élus locaux, parce qu'effectivement, moi, je les défendrai toujours pour avoir été l'un d'eux. Mais il y a beaucoup d'inquiétudes. Quand des maires sont élus, personnalités préférées des Français, sont élus avec 40% de participation, des présidents de région qui se prennent tous pour les présidents de la République de leur région, qui sont élus avec 30% de participation, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, d'un revers de la main, dire bah, finalement les institutions ne fonctionnent pas très bien, on va confier ça à une nouvelle décentralisation, parce qu'en réalité, le délitement de la confiance, ce dérèglement général des institutions, il vaut à tous les étages. Et puis les partis politiques ne sont pas exempts, on en parlait avec Bruno à l'instant, et nous aussi, il faut évidemment qu'on se remette en cause. Enfin, quand on regarde, Sandro, tu disais bien, centre-droit et le centre-gauche en Italie, enfin, la droite modérée et la gauche modérée en France, c'est la même chose. C'est aussi le grand dérèglement. Enfin, quand le PS est capable de renoncer au nucléaire, à l'Europe, et de ne rien dire quand la NUPES... allez, je ne veux pas dire qu'il dit du bien, mais en tout cas détourne le regard sur ce qu'a fait Poutine au mois de février dernier. Et quand on regarde à droite, enfin, qui aurait imaginé il y a encore quelques années que Bruno Retailleau soit présenté comme l'alternative modérée d'Éric Ciotti? Enfin, il y a un moment... Donc je crains qu'on soit percuté par beaucoup de dérèglements, et là, il n'y a pas besoin de grandes réformes pour le coup. Il faut simplement qu'on se remette la tête à l'endroit et que chacun rejoue son rôle, que chacun reprenne sa responsabilité entre les trois pouvoirs, et puis qu'on fasse attention à ce que celui qu'on présente comme le quatrième, le pouvoir médiatique, mais en fait plus globalement le pouvoir des réseaux sociaux, le pouvoir de ces nouveaux échanges, vous le disiez très bien, professeur, à l'instant,
l'effet que ça a produit. On peut tous se plaindre qu'effectivement on vive avec l'algorithme Facebook et qu'au fond chacun soit uniquement nourri chaque jour de ce qu'il a envie d'entendre. On l'a tous vécu d'ailleurs. On a vécu à la fin des Gilets jaunes. Le début des Gilets jaunes, il y avait quelque chose de légitime. Être mieux reconnu et mieux payé par la société. Mais la fin des Gilets jaunes, il restait plus grand-chose, mais il restait 4 personnes sur un rond-point, mais ils étaient absolument persuadés d'être majoritaires dans le pays, parce que l'information qu'ils voyaient sur leur smartphone, c'était une information où finalement tous les gens pensaient la même chose qu'eux, et donc ils étaient absolument persuadés qu'ils étaient mieux que majorité, ils étaient quasiment à l'unanimité dans le pays. Mais il ne faut pas s'en plaindre pour autant. Ça fait partie de notre vie. Il faut simplement que les parlementaires décident de ne pas se couper les mains et les bras en s'interdisant, par exemple, d'acheter de l'algorithme Facebook lorsqu'ils font des campagnes électorales. Les Russes sont tous les jours en train de faire campagne contre nous pour faire monter l'extrême droite et prendre le pouvoir grâce aux réseaux sociaux. Et lorsqu'on fait une campagne électorale, on n'a même pas le droit d'acheter 5 minutes de présence sur Facebook. Il faut qu'on soit capable de travailler aussi avec les médias modernes. Rappelez-vous, il y a quelques années, je rappelle souvent cet exemple, la discussion sur le Sénat qui devait être remis en cause, dont éventuellement on aurait pu se débarrasser. Mauvaise idée, hein, Madame la sénatrice. Bon, mais le bicamérisme en France a été sauvé à la fois parce qu'il y avait des sénatrices et des sénateurs qui savaient le défendre, mais c'est surtout parce qu'ils ont fait Public Sénat, qu'ils ont été capables de faire de la télé. Et donc un parti politique comme nous, il faut qu'on soit capable aussi d'avoir une présence sur tous ces nouveaux médias, sans angélisme, mais au contraire en sachant les utiliser. Puis je crois qu'il y a une troisième chose entre dérèglement institutionnel et nouvelle vie médiatique, parce que la politique ne vit que dans les médias, c'est qu'il faut oser parler des sujets tabous. Et je pense que s'il y a une crise démocratique, et une crise des partis politiques, et une crise des élus, c'est parce que de temps en temps, il y a des sujets qu'on s'interdit, et quand ils ne sont plus évoqués que par les extrêmes, bah forcément, c'est les extrêmes qui attirent vers eux l'électorat. Et de ce point de vue-là, moi j'ai beaucoup aimé que François, je lui ai dit cette semaine, réévoque le sujet de l'immigration. Un débat qu'on ne pouvait jamais aborder dans notre pays, sauf à être traité d'extrémisme. Être capable, avec des mots choisis, de dire que les peuples ont droit de disposer de leur identité. Et que dans le moment incertain qu'on vit dans le monde et sur notre continent, et avec les risques migratoires, de migration économique, mais aussi de migration climatique demain, et on vit les migrations liées à la guerre, qu'on soit capable de réfléchir à ces sujets-là de façon sereine et que ce ne soit pas seulement les autres qui s'en saisissent, je pense que c'est extrêmement important. Ça vaut aussi pour la délinquance. Enfin, même si on a eu une bonne note au livre blanc, vous avez constaté qu'effectivement certains d'entre nous ne sont pas passés en deuxième année. Quand ils ne sont pas passés en deuxième année, souvent, en discutant avec eux, on s'est rendu compte que c'était parce qu'on avait fait du déni au moment du Stade de France. Au Stade de France, qu'est-ce qu'on a vécu pendant les élections législatives ? Une image d'une certaine délinquance qui existe dans ce pays. Et parce que le ministre de l'Intérieur a voulu la nier, un certain nombre de parlementaires sont restés sur le carreau. Donc il ne faut pas qu'on soit dans le déni ni sur des sujets d'immigration, ni sur des sujets de délinquance. Puis il y a un troisième sujet qui est un mot tabou, parce qu'en France on n'en parle jamais, c'est la question de l'argent. Tant et si bien que aujourd'hui on parle de pouvoir d'achat. Alors on se représente le pouvoir d'achat comme le gouvernement qui va nous donner un chèque de plus, ou qui va nous apporter une subvention de plus, ou une aide de plus. La réalité, c'est qu'il faut juste qu'on arrive à parler du partage de la valeur, et de se dire que quand des entreprises font des profits, avant de savoir si on peut les taxer, il faut savoir comment elles peuvent les partager. Et donc je crois que si on est capable de refaire fonctionner les institutions convenablement, si on est capable de s'adresser aux médias et aux nouveaux médias tels qu'ils existent, et si enfin on parle aux gens des sujets qui les intéressent, au lieu de polémiquer sur la surface des choses, peut-être qu'on va redresser un peu la démocratie. Oui, Sandro, comme tu dois repartir. Merci, Patrick. Je te laisse la parole avant. Non, mais une minute, parce qu'il y a les forums des députés européens, donc je dois vous quitter, mais pour reprendre 2 points que je trouve extrêmement importants de ce que Patrick disait. Les premiers, c'est qu'il y a un bloc social dans nos sociétés. Et pour moi, de ce point de vue, l'Italie et la France sont très similaires. Parce que finalement, ce qui s'est passé en Italie en 2018, c'était une alliance du Rassemblement national et de la NUPS. Dans un système qui n'est pas présidentiel, mais qui est parlementaire. S'il n'y avait pas le système présidentiel en France,
je ne vois pas trop de différence. Hein. Donc, il y a des éléments communs dans nos sociétés, parce que de toute façon, les débats, c'est déterritorialisé, sont les mêmes débats dans nos sociétés. Et les premiers débats, c'est exactement de tourner les dos aux questions qui préoccupent et inquiètent énormément nos citoyens. Donc, il a tout à fait raison, Patrick. On ne peut pas laisser la question de l'immigration, la question de la sécurité, la question des inquiétudes pour l'avenir de pas mal des parties de notre société aux extrêmes. Parce qu'il y a un bloc social qui va voter. Attention, il y a pas mal d'abstention, mais il y a un bloc social dans l'espérance italienne. Pourquoi chaque élection, il y a une force extrémiste qui fait un exploit exceptionnel? Parce qu'il y a un bloc social du 20% des électeurs qui, faute de réponses, en ayant l'impression d'être totalement négligés, en disant on est invisible pour la politique, on est invisible. Donc, ils vont, une fois chez les 5 étoiles, une fois chez Salvini, l'allié de Marine Le Pen. Cette fois-ci, ils semblerait avec Meloni. Meloni avait 5%, elle va faire 25%. Quel hasard, c'est bon. Et je crois que c'est un peu la même chose en France. Si on regarde aussi même les passages, hein, entre l'extrême droite et l'extrême gauche, dans les arguments, dans les thèmes, et aussi un peu dans l'électorat. Hein. Donc là, on a un débat commun. Deuxième point, comme je suis un de vos députés, on est en train de travailler pour commencer à aborder la question dont Patrick parlait, parce que dans les réseaux sociaux, c'est le Far West. Les Russes font de la désinformation, nous ne faisons rien. Je suis rapporteur pour une nouvelle loi européenne sur la publicité politique, pour avoir un minimum, un socle de normes communs, avec plus de transparence et en ayant la possibilité, nous aussi, de faire notre bataille dans le respect des règles sur les réseaux sociaux. C'est absolument fondamental, parce que faute des règles, faute d'approche commune, les Russes y sont et nous les subissons. Voilà, merci. Merci Sandro. Merci beaucoup. Va rejoindre, on te laisse avec tes collègues. Sarah, je voudrais te redonner la parole parce que justement, ce qui est évoqué, alors il y a une question, je voudrais aussi l'élargir, il y a une question qui nous est arrivée sur... qui rejoint la question que je voulais vous poser tous à plus largement, puisque la question de l'abstention, elle rejoint après la question, et elle pose la question de la légitimité. Et plus largement de la participation, évidemment, et des solutions, comme tu l'as évoqué. Je sais que tu y travailles au sein de ton ministère, mais il y a une question qui est arrivée et qui me semble aussi tout à fait intéressante, parce qu'elle pose la question aussi de la légitimité. C'est Alain, qui est nantais, et qui nous dit « La haute fonction publique, de par sa présence au long terme au sommet de l'État, ne finit-elle pas par usurper le pouvoir à ses légitimes dépositaires que sont les élus et l'exécutif nommé ?» Et surtout, je dirais, les élus. Mais ils sont avant tout élus. Voilà. Alors, et là, ne répétez pas ce qu'elle veut dire. Mais cette question, on y a travaillé. Oui, on s'est battu dessus et on se bat sur ces questions. Et François le dit régulièrement. C'est cette question de la présence. Moi, je crois qu'Emmanuel Macron, il y a eu un discours clair en 2017, 2016 et 2017. Son livre, et il y a quelques pages du livre, on y avait travaillé. Il y avait quand même des sujets. Est-ce qu'on a répondu complètement? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Est-ce qu'on a essayé? Oui. Mais voilà, j'aimerais vous entendre sur ces sujets rapidement, parce qu'il nous reste 16 minutes 50 pour encore vous laisser la parole. Donc n'hésitez pas à vous poser des questions. Mais Sarah, toi qui es maintenant au sein de l'exécutif, comment tu vois les choses sur ce sujet? De manière très claire et très transparente, parce qu'on est en famille, évidemment qu'il y a de la reproduction sociale au sein des institutions, évidemment qu'il y a la puissance des corps. Maintenant, la réalité, c'est que c'est pas nouveau, que François l'avait écrit dans un de ses livres en 2009, entre autres dans Abus de pouvoir, et que c'est pas pour rien qu'il l'avait déjà dit. Maintenant, moi, quand je vois aussi dans cette fonction publique parfois des hommes et des femmes de bonne volonté qui ont envie, mais qui parfois sont pris dans une sorte de maillon de chaîne qui est difficile. Mais notre responsabilité à nous, c'est d'être exemplaire. Et quand je dis exemplaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on est du mouvement démocrate et qu'on intègre un exécutif parce que notre famille politique, parce que François Bayrou a mené un certain nombre de combats et qu'on a la chance de représenter nos valeurs et nos pratiques, à nous d'être les premiers exemplaires dans le choix de nos cabinets, dans la manière dont on a une relation avec notre administration. Enfin, c'est plutôt de notoriété publique au sens administratif du terme. Mais j'ai été, moi, en désaccord avec mon administration centrale. Eh bien, j'ai fait le choix de changer.
la direction de l'administration centrale. Est-ce que c'est facile? Non. Est-ce qu'il faut être courageux? Oui. Est-ce que c'est long? Oui. Mais sauf que quand tu le fais, eh bien tu avances. Et ça m'amène à un autre point, et je sais que vous êtes un certain nombre ici à le savoir, mais je pense que c'est important aussi de le rappeler. Nous, on arrive à le faire aujourd'hui parce qu'avant nous, il y avait, pour le coup, François, qui avait déjà bousculé. Et moi, dans la maison dans laquelle je suis, c'est-à-dire au sein de l'Éducation nationale, ça reste. Il se trouve que François a été un des premiers ministres de l'Éducation nationale à avoir nommé une directrice de cabinet qui n'était pas de ses corps. Et évidemment, on la connaît. Dans notre maison, c'était Marielle. Eh bien, c'est aussi en posant des actes comme ça, qui sont des actes fondamentaux, des actes forts, que oui, on va récupérer ce pouvoir légitime. Alors à nous de faire, à nous de transformer, et puis au-delà de ça, plus en profondeur, parce que moi je suis fière de nos actions en fait, et je suis fière de l'héritage qu'est le nôtre. Eh bien, le président de la République est en train, avec le ministre en charge évidemment de la fonction publique, en train de transformer les corps, en train de transformer l'ENA, en train de ramener des prépas pour la haute fonction publique sur nos territoires. Il se trouve que Geneviève a apporté, entre autres, une prépa que j'ai visitée, mais que je trouve géniale. C'est une prépa qui est portée par la Gendarmerie nationale. D'égalité des chances la plus complète. On n'a pas tous la chance d'aller en prépa quand on sort du bac. Voilà. Parce que nos parents, parce que notre culture, parce que notre patrimoine culturel n'est pas identique. Sauf qu'au bout de 3 ans, au bout de 4 ans, au bout d'un master, quand on galère à rentrer sur le marché du travail et qu'on a l'énergie et peut-être à ce moment-là l'envie d'aller chercher peut-être un concours de haute fonction publique parce que c'est plus juste, parce qu'on a envie de s'engager pour son pays, eh ben, il n'y a plus de prépa. T'as l'impression que c'est trop tard. Eh bien si, aujourd'hui il y a des opportunités. Prépa talent. On reconnaît le fait qu'à 23, 24, 25 ans, on a besoin d'une petite solde. Alors la gendarmerie verse 1 000 € par mois. Mais elle te loge à Paris, parce que tout le monde n'a pas accès à un logement à Paris, c'est trop cher. Elle te donne le moyen de déplacer avec un pass Navigo, oui. Elle reconnaît ta situation familiale. Mais elle permet à une vingtaine de jeunes, alors ça c'est partout, ça va être développé partout en France, mais elle permet à une vingtaine de jeunes qui n'ont pas eu la chance de faire la prépa post-bac, finalement, d'avoir la chance d'intégrer ces plus hautes fonctions, qui sont les fonctions de l'État. Mais moi, je crois qu'on aura gagné cette bataille que quand on arrêtera de juger ceux qui sont dans la fonction publique et ceux qui sont dans le privé, et qu'on permettra des allers-retours, parce que moi, je ne me fais pas au débat qu'on a eu à la rentrée. Et pour conclure, ce débat, il est simple. On a tous à apporter quelque chose. L'intérêt général, on le porte en étant dans le privé, en étant dans le public. Si on avait des allers-retours beaucoup plus simples, beaucoup plus humains et beaucoup plus accompagnés, alors, en fait, notre administration, nos collectivités iraient mieux. Et pour conclure, parce que c'était la rentrée scolaire, vous avez tous vu le débat sur les contractuels. Eh bien, moi, j'ai trouvé ça indécent. Et je vous le dis simplement. Ce sont des hommes et des femmes qui viennent accompagner plus de 850 000 personnes qui font partie de l'Éducation nationale, qui sont des enseignants de formation. Alors, il y a de la bonne volonté. Moi, je pense que toutes les bonnes volontés sont bien à prendre. Si elle est accompagnée, si elle est formée. Et quand c'est ta fille ou ton fils qui est dans une de ces classes, tu as envie que finalement, il ait le meilleur enseignement. Mais on sait, dans cette maison, dans notre famille politique, à quel point on ne juge pas finalement que les parcours, mais les actes. C'est pas ça la promesse de la République? Bien sûr que si. Alors à nous aussi de transformer ces regards et de permettre ces allers-retours avec bienveillance. Et je crois que c'est la signature de notre famille. Merci. Vous voulez dire aussi du mal des fonctionnaires? Tu as habilement répondu, c'est quand même, elle est quand même très forte. Parce que quand on est ministre du gouvernement, on dit, vous n'avez pas un problème avec les hauts fonctionnaires? Ah bah si, quand même un peu, vous voyez, c'est bon. Non mais, je veux dire, c'est quand même une grande chance, il faut se le dire entre nous, parce que je pense qu'on a un parti responsable d'avoir une fonction publique et une haute fonction publique de grand talent. Et pour avoir vécu la période Covid, où il y a eu des choses bien faites, des choses moins bien faites, ben le fait d'avoir pu s'appuyer sur cette armature-là, avec des gens talentueux, incontestablement, ça a été une chance pour le pays. Alors après, évidemment, on peut considérer que de temps en temps, ils prennent un peu trop le pouvoir par rapport aux politiques. Ben, il faut que le politique soit fort. Et c'est tout l'enjeu de sa légitimité démocratique. C'est-à-dire, plus ça votera, plus il y aura de la participation, et plus le politique pourra diriger à son administration. Il faut simplement veiller à ce qu'il y ait les bonnes régulations, et que, par exemple, un ministre ait le droit de choisir son directeur de cabinet et qu'il ne soit pas choisi par ailleurs, et qu'un ministre puisse décider des nominations de son ressort plutôt que les nominations soient décidées ailleurs. Voilà, à bon entendeur.
une question qui est arrivée dans la salle, qui nous replonge sur la question de la participation électorale. C'est le vote est-il un droit à défendre ou un devoir à accomplir? Donc là, je me tourne vers nos spécialistes. Donc Julien et Elodie, j'aimerais votre avis sur le sujet. Je dirais les deux. C'est bien. C'est bien. Non, c'est une vraie... c'est-à-dire que pour moi, les droits et les devoirs sont les deux facettes d'une même pièce. C'est pas une fausse réponse que je vous fais où je botte pas en touche, mais j'en suis convaincue. Et on le voit bien finalement, c'est ce qu'a dit Sarah dans l'actualité aujourd'hui. Finalement, oui, nous sommes des enfants gâtés et encore plus. Alors, tu es beaucoup plus jeune que moi, mais notre génération, on va dire, c'est voilà, pour être. Effectivement, on découvre finalement ce que c'est que d'avoir la guerre à quelques 2000 kilomètres de chez nous. C'est une découverte. Donc, est-ce que le vote est un droit à défendre? Oui, bien évidemment. À ce titre-là, je pense que peut-être qu'aujourd'hui, on en a plus conscience. Et ensuite, le devoir à accomplir. Donc là, ça va me permettre de faire la transition vers le professeur qui est à ma droite. Sur ce devoir-là, effectivement, si soit on a été avec ses parents dans la mairie ou l'école ou le gymnase, où on a finalement été initié à ces gestes civiques qui sont de prendre le temps, le dimanche en plus, d'aller voter, d'aller se déplacer dans un bureau de vote où finalement on s'acculture soi-même. Et comment est-ce qu'on pourrait le mettre en place? Alors dans ce fameux livret blanc, on avait cette volonté aussi de moderniser le vote de façon vraiment concrète. On en a parlé à plusieurs reprises ici, mais le vote électronique, le vote par correspondance, le fait qu'il puisse être ouvert de façon plus large, le fait qu'on puisse le faire peut-être même en drive. Enfin bon, c'est des choses qui ont été abordées. C'est vrai qu'à ce stade, ça a été un non N-O-N en lettres capitales. De l'administration. Merci Isabelle de me faire la transition et suivez mon regard, le bureau des élections du ministère de l'Intérieur, où, notamment sur la question des machines à voter, mais je ne remettrai pas une pièce sur les machines à voter, on voit bien que le moratoire sur les machines à voter, en fait, il est justifié par aucun texte, donc ça nous fait un petit peu aussi le lien avec la précédente question, qui est de dire qu'à un moment donné, la volonté politique, quand elle est là, parfois, elle doit aussi être utilisée à faire bouger l'administration, la haute fonction publique, qui dit que, par exemple, le scrutin municipal, il est tel qu'il est depuis 1884. Pourquoi est-ce qu'il changerait? Et finalement, oui, messieurs, dames, pourquoi est-ce qu'il changerait? Puisqu'il est là depuis 1884. Voilà, donc allons-nous rester en 1884. Je passe. Je me permets, je ne veux pas piquer ta place, Isabelle, mais comme il est juste à côté de moi, je lui passe la parole. Voilà, on aura Julien. Je vais essayer d'aller de 1884 à aujourd'hui. Voilà, avec une question très Sciences Po. Grand 1, c'est un droit, grand 2, un devoir, et puis on fait la synthèse. Alors moi, j'ai envie de... Je vais prendre la question sérieusement. Je veux dire que je vais le penser comme un droit, en fait. Et pas comme un devoir, parce que tout à l'heure, j'ai dit qu'il y a eu une désacralisation à l'origine, par nos catéchismes républicains. On faisait des grandes leçons de morale pour dire que si vous ne votez pas, vous êtes de mauvaises personnes, en fait. Et ça ne peut plus marcher. Et puis, je pense qu'on entend mieux aujourd'hui l'idée que le vote, c'est un droit qui permet d'accéder, qui permet d'avoir du pouvoir, qui permet d'avoir prise sur le réel, plutôt que vous serez vertueux si vous votez. Et c'est pour ça que tout à l'heure j'ai dit soit on en hérite, ou alors on bénéficie aussi de territoires plus ou moins politisés qui nous font croiser des militants, des associations. C'est très important, d'où le rôle des partis politiques. Ou alors effectivement ça s'apprend. Et en me penchant sur l'enseignement moral et civique, c'est pas rien cet enseignement, parce qu'il est de l'école primaire au lycée. Il a été revu comme par hasard en 2016 après les attentats. Et enfin, Samuel Paty a enseigné ce cours et en est mort. Donc on n'est pas sur quelque chose de complètement anodin. Alors quand on le regarde, donc vous héritez de ça, de 2016, et il a été beaucoup pensé à l'époque
pour se dire comment on va faire pour que ça ne se reproduise plus. Donc très centré sur la lutte contre les violences, en fait, et les radicalismes. Voilà. Mais quand on regarde ça, l'enseignement moral et civique, c'est 80% de morale et 20% de civique, pour aller vite. Et le civique n'est pas du politique. Alors, je ne dis pas qu'il faut faire de la politique en classe, hein, mais la politique, ça s'enseigne aussi, la citoyenneté, ça s'enseigne. Donc le civique, c'est une présentation un peu des institutions. La justice, la séparation des pouvoirs, c'est absolument utile, mais ça ne donne pas forcément le goût de l'engagement, le goût de s'inscrire dans un parti politique, etc. Alors, il y a des expériences qui marchent bien, il y a des enseignants qui aiment ça, il y a des hussards encore de la République. Ce n'est pas la haute fonction publique, ça, hein, c'est les street-level bureaucrates, comme on dit. Ceux qui sont animés par ça font des sorties, montrent des documentaires, et ça marche, et ce qu'on voit, c'est que ceux qui n'étaient pas les héritiers de ces citoyennetés acquises, eh bien, sortent avec alors, ce que l'autrice qui a fait cette thèse, qui s'appelle Madame Amilat, appelle un capital culturel politique. C'est-à-dire une conscience, une envie, un goût de faire quelque chose, à la condition qu'il y ait peut-être un peu plus de place pour. Alors le civique, peut-être que ça rassure davantage si on dit c'est civique, si on dit c'est un enseignement moral et politique, ça va chahuter, mais je pense qu'il n'est pas vain cet enseignement. D'abord, il a produit déjà des effets et on peut le prendre avec encore plus de sérieux. Je sais que les professeurs d'histoire-géographie l'utilisent souvent pour compléter leur programme. J'espère qu'ils ne m'écoutent pas, j'espère qu'il n'y en a pas trop. Mais voilà, je pense qu'il faut lui donner de l'importance et peut-être rééquilibrer pour qu'on pense vraiment que c'est un droit et que ce droit, on veut l'avoir, on veut l'obtenir et on veut l'exercer. Merci beaucoup. Juste pour ajouter une chose à ce que vous dites qui me semble tout à fait important sur le travail effectivement de l'enseignement, il y a des choses aussi très importantes qui sont faites par les collectivités locales sur le civisme et qui marchent très bien. Et je sais que les nombreux élus qui sont présents ici et les maires qui sont à nos côtés l'utilisent. C'est ces conseils municipaux de jeunes qui ne sont pas forcément obligatoires, qui sont parfois... Et bien voilà, mais c'est quelque chose qui est utilisé. Je sais que par les élus, en tout cas du MoDem, elles sont très très promues dans nos collectivités. J'y crois, j'étais élue sur ces questions. On l'a fait, ça marche très bien. Ça permet aux jeunes de toutes conditions, de toutes origines, de s'impliquer dans la vie locale. Et je tenais juste à faire cet aparté pour vous laisser la parole. Chacun 1 minute de conclusion sur ce sujet. On n'a pas d'autres questions de la salle donc pour le moment. Donc si, il y en a une. Ah bon, je vous laisse la parole, elle est courte. C'était par SMS les questions. Ah, d'accord. Merci. Donc, merci pour votre intervention. Et évidemment, vous avez le droit à la parole, il n'y a pas de problème ici. Juste pour terminer, donc 1 minute chacun de conclusion sur ce sujet. Non, mais très vite, je vous laisse la parole volontiers. 2 observations. Vous aurez constaté que à la tribune, nous sommes 5, on est 4 en basket depuis qu'on fait partie de la majorité présidentielle avec les marcheurs. Nous voilà désormais équipés. Deuxième observation, j'étais très heureux de vous retrouver ce week-end. Pour moi qui ai fait un petit accident cardiaque au mois de février dernier, pour le plaisir de vous avoir retrouvé, je suis heureux que de battre mon cœur ne se soit pas arrêté. Voilà. Compliqué de prendre la suite.
Mais vous savez quoi? Vous savez, le sourire qu'on vient de ressentir, là, la joie de se retrouver, de se dire que oui, quand nous, on est dans notre famille politique, on n'a pas de tabou, et que oui, on va aller chercher des combats et des totems, et ben moi, c'est ce qui me donne plaisir. Année après année, on fête nos 10 ans à Guidel aujourd'hui, et bien d'être fiers de notre parti, d'être fiers des combats qu'on mène, d'être fiers de nos parlementaires, des élus locaux, qui, même sur des terres extrêmement difficiles, eh bien, ils lâchent pas l'affaire. On n'est pas des passagers clandestins de la démocratie. On va chez nous. On navigue pas, on papillonne pas, on s'ancre, on assume nos territoires, on assume nos histoires. Et je pense que s'il y a un parti, en tout cas une famille, une histoire qui peut créer de la confiance, recréer de la confiance, parce que moi ce que je vois, c'est une génération qui a besoin d'actes. Tu sais, ils ont beaucoup entendu de mots, ils ont beaucoup entendu de discours, oui, il y a tout ça, mais là ils veulent des preuves. Et les preuves, c'est à nous de les donner. Et les preuves, elles ne sont pas qu'au moment des échéances électorales. Elles sont évidemment dans la composition de nos listes. Elles sont évidemment dans le choix de nos candidats. Mais elles sont aussi dans la responsabilité dans nos fédérations, dans nos territoires. Alors, soyons de ceux qui font. Ne soyons pas que ceux qui imaginent et qui projettent des thèses. Soyons les bâtisseurs, soyons les tisserands. Et pour être les tisserands, eh bien, moi, j'ai un projet, j'ai une idée. Faisons que ce Conseil national de la refondation, eh bien, finalement, on en applique la philosophie sur nos territoires. Faisons qu'on soit des ambassadeurs de ce service national universel, qui est d'abord un projet de notre famille, parce que c'est un creuset républicain. C'est ce moment où on va aller créer du capital politique chez des jeunes qui peut-être n'en auraient pas. Et c'est triste de se dire que finalement, tout ça ne leur est pas ouvert simplement parce qu'ils ne le savent pas, parce qu'ils n'en ont pas conscience. Et nous, on peut être de ceux qui ouvrent les portes et les fenêtres. Alors nous, on va arrêter de juger, on va simplement éviter les cycles, on va ouvrir et on va aller finalement trouver ces associations, les accompagner, inviter ceux qui nous challengent et accepter parfois de changer d'avis si on se fait finalement convaincre. Et ça sera notre force, et je crois que c'est ce qui fait en tout cas notre particularité aujourd'hui dans le monde politique. Et dans le fond, si on donne à chacun sa place et sa chance, alors on sera finalement, on sera héritier de l'histoire qui est la nôtre, et on réussira à recréer du lien. Bon, Sarah, elle est sympa, elle me souhaite bon courage pour enchaîner derrière. Non mais alors moi je suis un peu j'ai envie de répondre à la question, c'est peut-être mon côté bon élève, je ne sais pas comment peut-on faire encore société. Je crois que c'est la confiance qui est à rebâtir, et comme pour l'amour, je crois que finalement il y a que des preuves de confiance. Et merci. Merci pour le soutien. Et donc, finalement, c'est quoi ces preuves de confiance? Eh bien, c'est que, alors, sans reprendre cette expression galvaudée, on dit ce qu'on fait, on fait ce qu'on dit. Mais quelque part, quand même, ça a un lien avec ça. C'est-à-dire que c'est incarner ce qu'on fait. Dire ce qu'on pense. Non, mais je suis désolée de le dire comme ça, mais c'est vraiment, à mon sens, le démarrage. Quand vous rencontrez quelqu'un, vous le regardez dans les yeux, vous l'écoutez, et même si vous n'êtes pas d'accord avec lui, eh bien, il y a cette relation qui se crée, cette confiance qui doit se faire. Donc, comment est-ce qu'on recrée la confiance de nos concitoyens dans nos institutions et dans les élus? Eh ben, c'est pas une mince affaire. En tout cas, on a bossé sur le sujet, on a des solutions, et j'ai envie de vous dire, eh ben, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Bravo. Non, allez, merci Julien en tout cas. Mais si, un mot quand même. Ah bah oui. Et parce que il y avait les conclusions parfaites. Donc, j'ai envie de vous dire que inventer la démocratie d'aujourd'hui, je trouve que c'est l'un des plus beaux projets qui puisse exister pour un parti politique comme le vôtre. Donc, en quelque sorte, vous avez de merveilleuses années devant vous à militer, à convaincre et à inventer. Donc, bonne route. Merci. Merci. Alors, François, un plaisir. Viens ici, François. On a combien? Bon, je ne veux rien ajouter, sauf une chose. Je veux rien ajouter parce que j'ai beaucoup apprécié le débat. Je veux dire que, de surcroît, j'ai apprécié tous les débats depuis ce matin, que j'ai suivis là-bas depuis le fond de la salle,
que j'ai trouvé brillant, intelligent, etc. Mais je veux simplement vous dire que s'il y a un universitaire français qui nous a suivis depuis 30 ans, quasiment, 25 ans. Oui, une partie. Non, mais que... Oui, absolument, qui nous a suivis depuis l'origine, c'est Julien Fretel. Qui est venu souvent anonymement dans tous nos congrès, qui a fait des panels, comme on dit, de nos militants, qui les a interviewés, qui a étudié et qui a publié sur nous. Et c'est assez marquant pour qu'on puisse, par nos applaudissements, lui dire qu'on a apprécié. En tout cas, moi, j'ai beaucoup apprécié. Voilà, juste pour vous remercier pour votre participation, pour votre présence, pour votre écoute attentive, remercier nos invités, François pour ses mots et vous dire que j'étais ravie aussi de vous retrouver et de pouvoir animer. Merci Isabelle.